Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a publié mercredi soir une liste de près de 150 personnes. Ces personnalités dont le Premier ministre sont interdites de voyage dans l'espace CEDEAO. Aussi, leurs avoirs financiers seront gelés. Selon l'organisation ouest-africaine, ces individus empêchent un retour à l'ordre constitutionnel. Quel peut être donc l'impact de ces sanctions sur le pays? Comment éviter d'autres sanctions? Le Mali et la CEDEAO peuvent-ils trouver un compromis sur la gestion de la transition? Studio Tamani pose le débat avec nos invités Modibo Mao Makalou, économiste, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, et Boubacar Bokoum, analyste politique. Je suis Sekou Gadjigo pour présenter ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Je le disais à l'instant, dans un communiqué publié mercredi soir, la CEDEAO a annoncé des sanctions individuelles contre plus de 140 personnalités. Il s'agit des membres du gouvernement et du Conseil national de transition, mais le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ne sont pas concernés par ces mesures. Le point avec Adama Amadou Aïdara. Le Premier ministre Shogel Kokala Mega et le président du CNT Malik Diaw font partie des personnalités concernées par ces sanctions individuelles de la CEDEAO. Elles sont accusées d'empêcher le retour à l'ordre institutionnel. Ainsi, à partir de ce jeudi 18 novembre 2021, les ministres et membres du CNT concernés sont interdits de voyager dans l'espace CEDEAO et leurs avoirs financiers sont gelés. Dans un communiqué, la CEDEAO indique que ces mesures visent à favoriser un retour de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit au Mali. Le document précise que la liste pourrait changer en fonction de l'évolution de la situation. Il est donc possible d'ajouter ou de retirer des personnes de la liste. Des sources affirment également qu'une liste des proches des personnes sanctionnées serait en cours d'élaboration. L'Union européenne aussi prévoit des sanctions contre le Mali. Le cadre de sanctions sera bientôt finalisé et cela nous permettra d'adopter des sanctions contre ceux qui font obstacle à la transition. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours le haut représentant aux affaires étrangères et aux politiques sécuritaires de l'Union européenne, Joseph Borrell. Alors, Modibo Makalou, 149 personnalités, quasiment la totalité du CNT, des membres du CNT et du gouvernement. La CEDEAO n'est-elle pas allée trop forte cette fois-ci? Merci, M. Gadigo. Je vous remercie de m'avoir invité et aussi j'en profite pour saluer ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent, ainsi que nos co-débatteurs et vos collaborateurs à Studio Tamani. Écoutez, c'est pas de gaieté de cœur qu'on apprend ce genre de choses, surtout quand ça concerne votre pays et les personnalités, les hautes personnalités de votre pays, parce que nous parlons de 149 personnalités, l'ensemble du Conseil national de transition qui fait office d'organe législatif et la quasi-totalité de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, 28 ministres, à l'exception du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui sont interdits de voyage et aussi dont le gel des avoirs financiers est prévu par ces sanctions. Mais ces sanctions sont le résultat de ce qui avait été prévu par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une institution sous-régionale d'intégration économique. Je veux dire que quand nous sommes au stade de l'union économique, vous savez, l'intégration économique veut dire qu'il y a la libre circulation des personnes et leurs biens, plus les capitaux. Mais en plus, c'est l'harmonisation des politiques économique, c'est-à-dire la politique monétaire et la politique fiscale. Et vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, nous tendons vers une monnaie unique, l'éco. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, tout cela est un peu embêtant parce que nous sommes un pays important au sein de la CEDEAO. Sur les 15 pays de la CEDEAO, le Mali est le 5e pays
avec la plus importante économie. Donc je pense quand même que ces sanctions sont ciblées, parce que la liste a été compilée depuis le 16 septembre 2021. Mais de plus, il y a une réunion qui va se tenir le 12 décembre 2021. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir encore et risquent de renforcer ces sanctions. Alors, il y a un risque de renforcement de ces sanctions le 12 décembre lors du prochain sommet de la CEDEAO. Mais avant cela, Boubacar Bokoum, aujourd'hui, quand on regarde de telles mesures, de telles sanctions, quel est l'objectif recherché par la CEDEAO? C'est vrai qu'elle parle de retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour pousser les autorités de transition au retour à l'ordre constitutionnel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre objectif recherché? Écoutez, d'abord, quand on dit que c'est des sanctions ciblées, je pense que ce n'est pas ciblé du tout. Parce que quand vous privez un État de son gouvernement et de son organe législatif, ça veut dire que c'est le circuit même intégré du système que vous détruisez. Donc en réalité, il s'agit de dire aujourd'hui que la CEDEAO recherche une forme d'asphyxie. C'est ça, en réalité, pour obliger les autorités actuelles à prendre du recul par rapport à leur posture. Parce donc, ces sanctions ciblées-là peuvent impacter le pays, même de façon générale. Mais déjà, cela impacte, M. Makalo vient de le dire, qu'il est peiné. Parce que, quelque part, quand vous attaquez, vous paralysez le gouvernement dans sa totalité. Vous paralysez le CNT dans sa totalité. Mais même si théoriquement, vous ne parlez pas de Assimi et de M. Diop. En réalité, c'est l'ensemble de l'appareil de l'État qui est paralysé. Maintenant, la porte de sortie qu'on donne en laissant Assimi et M. Goïta, c'est de dire que juste on vous donne une petite porte ouverte qui vous permette, si vous avez envie de reculer, qu'on ne ferme pas toutes les portes pour vous permettre effectivement de revenir à de meilleurs sentiments. Donc, en réalité, cette poche est juste prévue à cette dynamique pour ne pas totalement couper les ponts. Et effectivement, il y a un autre impact que cela peut produire parce que ça peut amener un dysfonctionnement à l'intérieur. Parce que les gens qui ne sont pas dans l'analyse profonde et de la compréhension des textes peuvent interpréter cette posture comme étant un mécanisme de lâchage en réalité des autres. Comme si cette communauté internationale était en complicité quelque part avec ces deux dirigeants et que les autres ne font pas partie. Parce que si on ne fait pas attention, on vous met en mission, moi je suis sanctionné et vous, vous ne l'êtes pas. Donc, quelque part, ça prête une certaine confusion. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, on veut créer de la zizanie entre les Maliens et les dirigeants parce que cette posture de nationalisme, parce que, en fait, dans le système capitaliste, le nationalisme des ressources, c'est la première menace. Et ça pose énormément de problèmes. Donc, cette posture du Premier ministre au niveau des Nations Unies a tellement posé des problèmes qu'effectivement, on se retrouve dans une posture où on est perçu comme étant ceux qui vont vers un nationalisme pur et dur. D'accord. Nous allons revenir pour analyser peut-être le choix de la CEDEAO d'épargner le président et même le ministre des Affaires étrangères. Docteur Sogodogo, Moribo Mao l'a dit, c'était prévu de quelque part, on pouvait s'attendre à des sanctions. La CEDEAO a menacé lors de son dernier sommet. Mais est-ce que vous vous attendiez à de telles sanctions? L'interdiction du voyage de 149 personnalités et le gel de leurs avoirs, est-ce que vous vous y attendiez? Merci pour l'invitation déjà. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble du personnel de Studio Tamani et aussi toutes ces personnes qui écoutent actuellement cette émission. Et effectivement, on pouvait s'y attendre parce que vous savez bien que le protocole additionnel sur la démocratie et voilà, la bonne gouvernance prévoit effectivement, quand il y a rupture de démocratie, une série de mesures. Et parmi ces mesures, vous avez les sanctions. Ces sanctions peuvent être assez larges à l'égard du pays, ou bien ça peut être à l'encontre de personnes nommément citées. Et nous avons déjà vécu ça en 2012, quand il y a eu des sanctions économiques contre le Mali, il y a eu un blocus, une sorte de fermeture. Et voilà, maintenant, cette fois-ci, c'est des sanctions économiques, c'est des sanctions contre des personnes, notamment les membres du gouvernement et le CNT. Ce qui est très surprenant, c'est la première fois, je crois, à ce que je sache, qui est l'organe législatif qui se voit sanctionner ainsi. Bien. Quelque part... Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, le fait de sanctionner l'organe législatif? Oui.
vous savez que cet organe législatif est l'émanation de toute cette crise-là, parce que c'est dans le cadre de cette crise-là que cet organe a été mis en place. Donc, quelque part, je crois que la CEDEAO aussi veut passer un message à travers cet organe aussi, en les confondant avec l'exécutif. Si je tente de comprendre les sanctions de la CEDEAO, je m'en résume à quelques points. Un premier point, c'est déjà la CEDEAO fait une sanction, entre guillemets, qu'on pourrait appeler symbolique, parce qu'elle n'est pas allée à la sanction économique qui était de fermer les frontières. Et ça veut dire que, quelque part, elle a compris que ce qu'il ne faut pas sanctionner, c'est le peuple, de façon générale. Mais est-ce qu'en sanctionnant, en prenant de telles sanctions, elle ne sanctionne pas le peuple? Oui, j'en arrive. Parce que les sanctions, il faut les diversifier. La fermeture des frontières est tellement immédiatement ressentie par la population que cela pourrait créer une sorte de révolte. Ce que le Mali a besoin aujourd'hui, c'est l'accompagnement de la CEDEAO pour sortir de cette crise-là. Une sanction ne peut jamais en soi être une bonne chose. Et je crois que, vu tout ce que le Mali traverse, je peux comprendre que la CEDEAO n'ait pas été convaincue par les arguments avancés par le Mali. Mais quand je regarde la résolution, je ne vois pas où elle bat en brèche les arguments avancés justement par le gouvernement. C'est ce qui m'étonne surtout. Je m'attendais à voir, par exemple, la CEDEAO dit, le Mali dit, je ne peux pas organiser les élections sur la base de tel argument, mais ces arguments ne sont pas fondés, voilà. Il n'y a pas eu ce dialogue-là qu'on attendait, assez vif, partagé par le peuple de la CEDEAO, mais il y a eu toujours ces échanges de courriers, cette diplomatie-là que nous, peuple, on ne comprend toujours pas. Oui. Est-ce que ces arguments, Modibo Mao, est-ce que ces arguments ont même été pris en compte par la CEDEAO? Ben écoutez, est-ce que vous avez vu le contenu de la lettre qui a été transmise à la CEDEAO? Non. Moi non plus. Qui l'a vu? Je ne sais pas. Oui, mais l'argument avancé par nos autorités ici, c'est que le contexte sécuritaire actuel ne permet pas d'organiser des élections. Est-ce qu'un chronogramme détaillé menant aux élections a été inclus dans la lettre? Ça, on le saurait le dire. Depuis le 16 septembre, c'est ce qui était attendu. Oui. Donc, à partir du 16 septembre, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui est l'instance de prise de décision de notre organisation sous-régionale, avait demandé qu'un chronogramme détaillé menant aux élections leur soit fourni sous peine de sanction. Donc, c'est à partir de là qu'une liste a été compilée des personnes ayant contribué à freiner le processus menant aux élections. Maintenant, la lettre est parvenue, mais la CEDEAO, à partir du 7 novembre, nous avons vu la liste il y a quelques jours, mais la liste est effective depuis le 7 novembre. À la fin de la réunion, le président du comité de médiation et de sécurité, le président Nana Akufo-Addo, avait déjà signé le texte des sanctions avec les personnes qui étaient déjà ciblées. Donc ça veut dire que la CEDEAO n'a pas été satisfaite par la lettre. Donc ça va être difficile de dire qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, la CEDEAO n'a pas été satisfaite de ce qui a été transmis par les autorités maliennes, et en l'occurrence un chronogramme détaillé menant aux élections. Maintenant, vous savez, les sanctions, elles sont issues d'un protocole additionnel du 17 février 2012, qui a été signé par la République du Mali et qui a été ratifié par notre Parlement, ainsi que les 14 autres chefs d'État et leur Parlement. Donc, le titre de ce protocole additionnel qui énonce les sanctions a pour titre « Protocole additionnel de la CEDEAO sur les sanctions envers les États qui n'honorent pas leurs engagements ». Donc, on peut en déduire que la CEDEAO pense que les autorités de la transition n'ont pas honoré leurs engagements. Alors, on l'a dit un moment beaucoup, l'avait abordé, il y a le président de la transition et le ministre des Affaires étrangères qui ont été épargnés, qui ne sont pas concernés par ces sanctions. Est-ce une stratégie ou comment vous l'expliquerez? Mais écoutez, nous sommes dans les relations internationales. Les relations internationales, étymologiquement, ça veut dire entre États. Mais la clé de voûte de notre État, c'est le chef de l'État, président de la transition. Et c'est lui qui détermine et conduit la politique extérieure de notre État
Et le ministre des Affaires étrangères est son plus proche collaborateur, celui qui est habilité à mettre en œuvre cette politique extérieure sous l'autorité du chef de l'État. Donc ce sont les deux principaux interlocuteurs de la CEDEAO, qui est un organisme supranational et dont la plus haute instance se trouve au niveau des chefs d'État. Donc le président de la transition se trouvant au sommet, si vous le sanctionnez lui, ben, vous n'avez pas quelqu'un au Mali qui a autorité pour prendre une décision au niveau de la CEDEAO. Et le ministre des Affaires étrangères étant chargé de dialoguer et d'entretenir les relations diplomatiques, en tout cas sous l'autorité du chef de l'État, si vous l'empêchez de faire son travail, vous fermez la porte, c'est la rupture. Je pense qu'on n'est pas au niveau de la rupture, on est au niveau des négociations. La porte est entrouverte, comme mon ami Bokoum vient de le dire. Et je pense que le dialogue continue. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne pense pas que nous allons arriver à la rupture. Donc vous ne voyez aucune malice derrière ce... Non, il n'y a pas de malice. Et puis la palette de sanctions, les sanctions seront graduelles, seront renforcées au fur et à mesure qu'il n'y aura pas d'accord. Mais moi, je pense qu'il y aura un accord. Mais aussi, vous savez, il y a 12 sortes de sanctions. On n'en a vu que 2 pour le moment. D'accord. Boubacar Bokoum, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Modibo Mahamadou qu'avant le 12 décembre où la CEDEAO pourrait prendre d'autres mesures? Est-ce qu'avant cette date, on pourrait trouver un compromis? Non, je pense que, comme lui, je suis optimiste, je pense qu'on trouvera un compromis et que la CEDEAO aura la sagesse d'avoir une oreille attentive au Mali, parce qu'en réalité... Parce que la CEDEAO fait la sourde oreille ou bien... Non, je pense que ce n'est pas sage de leur parler, parce que le logiciel de la CEDEAO est périmé. Parce que le protocole additionnel, il ne répond plus aux réalités. Après le printemps arabe, l'évolution du monde a changé. Le paradigme a changé, la posture des chefs d'État a changé. Le regard que nous, dirigeants, nous avons vis-à-vis de nos dirigeants a changé. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes face à cette situation de soi-disant coup d'État, en réalité, qui pour moi n'est que la résistance d'une mobilisation civilo-militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si nous sommes dans ce paradigme, il faut qu'on ait l'intelligence aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se cantonner à des écrits, parce que les écrits sont faits, en réalité, pour résoudre un certain nombre de problématiques sur le terrain. Alors, si les problématiques ont évolué, il faut qu'on ait aussi l'intelligence de dire qu'on adapte l'écriture au terrain. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, je pense que les gens de la CEDEAO doivent être plus pragmatiques, plus réalistes et dire qu'il ne faut pas en rajouter. Le Mali connaît quand même sérieusement des problèmes aujourd'hui. Nous avons des problèmes économiques. M. Makalou, qui est économiste, le sait. Nous sommes dans une période de récession économique qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une situation sécuritaire qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une instabilité institutionnelle. Alors, je pense que ce n'est pas le moment qu'il faut choisir quand on est face à un partenaire pour dire « je vous sanctionne ». Non, c'est de dire « je suis à votre écoute » et qu'est-ce qu'il faut ensemble dans l'intelligence. On s'est dit quels sont les mécanismes idoines aujourd'hui pour permettre de stabiliser le pays. Ce chronogramme, ensemble, on peut se mettre autour de la table pour dire, écoutez, nous vous donnons des indications et nous pensons que par tel mécanisme, aujourd'hui, on va faire les élections, ou en réalité. Donc, tout ça, il faut qu'on discute de façon responsable, mais ne pas de dire juste que parce que le protocole a dit ça, vous n'êtes pas dans le protocole et on sanctionne. Donc, je pense que c'est une façon qui n'est pas assez intelligente si on veut garder la cohésion. D'accord. Docteur Segoudogo, êtes-vous d'accord avec Boubacar Bokoum qui estime que la CEDEAO doit écouter les autorités maliennes au lieu de s'arc-bouter sur les textes? Et je suis d'accord avec mon ami Bokoum pour dire qu'effectivement, le cas malien est un cas particulier. Qu'est-ce qui fait la particularité? La particularité, c'est que le Mali vit une crise sécuritaire, mais ce qui débouche vraiment sur la rupture, ce qu'on appelle la rupture constitutionnelle, c'est des crises à l'issue des élections législatives de 2020. Et je pense à ce point qu'on se rend compte que le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance est incomplète. Elle est incomplète parce qu'elle n'arrive pas à être dans la prévention, éviter, n'est-ce pas, que ces genres de crises puissent voir le jour. Par exemple, elle est incapable d'empêcher le 3e mandat. C'est parce que les États lui opposent... Les États lui opposent le principe de souveraineté. Par exemple, en 2018, après les élections présidentielles, il a été clairement établi dans tous les rapports, que ce soit le rapport de la mission d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, qu'il fallait procéder à un ensemble de réformes avant d'aller à d'autres élections. Mais les autorités maliennes ont décidé, nonobstant, d'aller aux élections législatives en avril 2020.
Et sachant bien que ces élections pouvaient naturellement déboucher sur des crises, les conditions n'étaient pas réunies. Mais la CEDEAO ne pouvait rien faire et elle n'a rien fait. Et c'est là que la CEDEAO trouve sa légitimité affaiblie vis-à-vis des populations parce qu'elle n'est pas à mesure d'apporter les réponses attendues par les populations. Et c'est pour cela qu'il faut qu'elle s'inscrive dans une autre posture d'accompagnement des populations et des peuples. Au lieu de sanctionner le Mali, il faut discuter avec le peuple malien et voir où est-ce qu'on pourrait être utile pour le Mali, pour que le Mali puisse sortir de cette situation-là. D'accord. Nous ne sommes pas des touristes et nous n'avons pas d'argent à l'étranger. C'est la réaction de Adama Diarra-Di Ben, le cerveau, un membre du Conseil national de transition, sa réaction aux sanctions de la CEDEAO. Il ajoute, le Mali est assez grand pour assurer la mobilité des membres du CNT. Nous allons l'écouter. Il faut savoir ce que l'on veut. Nous sommes venus aux affaires suite à une révolution. Et nous voulons que la libération de la patrie. Nous ne sommes pas des touristes, nous n'avons pas d'argent. À plus forte raison, les garder à l'étranger. La priorité pour nous, c'est d'être en contact permanent avec les Maliens et recueillir leurs préoccupations majeures pour pouvoir orienter les actions de la sécurité, de la justice et de la refondation. Les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes là. 1 241 238 km², c'est déjà trop vaste pour nous et nous estimons que nous allons mieux nous promener au Mali, donc pour être à l'écoute du peuple malien, pour mieux les servir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors ça, c'est la réaction d'un membre du CNT qui apparemment minimise ces sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, entendre ce membre du CNT, on peut dire qu'il mesure l'ampleur de ces sanctions, comme vous le dites? Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce genre d'expression. La situation, l'heure est grave. Moi, à mon avis, vous savez, ce pays est un pays sérieux. C'est un pays respecté et il est important que chacun mesure la portée de sa parole, surtout au sommet de l'État. Vous savez, le Mali a joué un très grand rôle dans la mise en place du panafricanisme, notamment lorsqu'on mettait sur les fonds baptismaux l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Les pères fondateurs, les pères de l'indépendance, à commencer par Kwame Nkrumah, ont dit « Unis, nous allons réussir, divisés, nous allons périr ». Qu'est-ce que ça veut dire? La balkanisation de l'Afrique, il faut l'éviter. Pourquoi l'Afrique essaye de se mettre ensemble? Pourquoi l'Afrique essaye de sortir, de résister au néocolonialisme, à l'emprise des puissances extérieures sur ce que nous faisons dans nos pays? C'est parce que nous essayons de nous regrouper. La CEDEAO a été mise en place en 1975 et la plupart des chefs d'État qui étaient là en ce moment étaient issus de coups d'État en 1975. Donc ces chefs d'État et de gouvernement à l'époque avaient mesuré, c'était des nationalistes et qui poursuivaient quand même l'œuvre des pères fondateurs. Parce que si vous prenez la CEDEAO aujourd'hui, vous savez, par la superficie, si c'était un seul pays, les 15 États, ce serait le septième plus vaste pays au monde. Si vous prenez par la population, ce serait la 4e nation au monde. Et si vous prenez par la richesse nationale, ce serait la 18e puissance économique au monde. Pourquoi? Parce que la CEDEAO fait aujourd'hui 420 millions de personnes sur 5,1 millions de kilomètres carrés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette organisation sous-régionale a pour objectif de promouvoir le développement économique et la stabilité politique. Mais pourquoi elle ne parvient pas à le faire? Mais elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Mais vous savez, notre pays a participé à plusieurs opérations de la CEDEAO. L'intervention en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria et maintenant au Mali. Au Mali, aujourd'hui, vous avez 12 des 15 pays de la CEDEAO qui sont présents avec des policiers et des militaires, et la CEDEAO a 60% des effectifs de l'aménagement, constitue 60% des effectifs de l'aménagement. Je ne suis pas là pour défendre la CEDEAO, mais c'est un organisme sur lequel j'ai travaillé depuis très longtemps, et c'est l'organisme sous-régional qui est le plus avancé en Afrique. La libre circulation des personnes et de leurs biens et des capitaux.
Vous savez, quand vous regardez notre passeport malien, c'est écrit dessus CEDEAO. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se déplacer dans les 15 pays de la CEDEAO parce qu'on on adhère aux objectifs et aux conventions signées par la CEDEAO. Donc c'est important quand même que la parole donnée d'un Malien, c'est important. On ne peut pas s'exprimer n'importe comment, on ne peut pas dire du n'importe quoi quand on est un Malien, parce que vraiment, ceux qui nous ont précédés ont construit. Nous devons continuer à bâtir et nous devons faire en sorte de savoir qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, vous savez, même la première puissance économique au monde, militaire, politique et économique, les États-Unis sont dépendants de leurs deux principaux partenaires commerciaux, qui sont leurs rivaux aussi, notamment la Chine et le Japon. Donc maintenant, vraiment, essayons de traverser cette crise, de sortir de cette crise, de nous donner... Mais cette crise, on peut la résoudre que si les Maliens même se donnent la main. Il faut que nous soyons à l'unisson. Ce tatavisme-là ne sert à rien de se frapper la poitrine. Mais non, c'est pas ça. L'économie de notre pays, vous savez, aujourd'hui, notre pays est dans des difficultés monstres. Il y a 4 millions de Maliens qui ne mangent pas à leur faim. Si nous n'arrêtons pas, si nous n'arrivons pas à résoudre cette crise dans le temps, nous allons connaître une famine généralisée. À quoi ça va servir? D'accord. Boubacar Bokoum, est-ce qu'aujourd'hui, de telles actions de la CEDEAO, de tels actes de la CEDEAO ne poussent pas d'autres à aller à un bras de fer, hein? Parce qu'aujourd'hui, on a vu que ces sanctions, beaucoup de Maliens qui estiment même que voilà, il faut se passer de la CEDEAO, il faut sortir de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne risque pas de produire l'effet contraire? Oui, c'est là où je dis que la CEDEAO a besoin d'intelligence, parce qu'il ne faut pas pousser les gens à des formes de repli sur eux-mêmes. Parce que ce qui amène ce genre de choses, c'est vrai que quand M. Makalou parle de la structure de la CEDEAO, oui, on l'a réfléchi, on l'a pensé, on l'a accepté. Mais malheureusement, on a été victime de la mauvaise gouvernance de cette même machine. C'est ça la triste réalité. Les dirigeants qui étaient là à l'époque n'ont pas su utiliser cet instrument dans le bon sens. Il l'a rappelé tout à l'heure. Le troisième mandat, mais c'est une aberration. Ensuite, dans la bonne gouvernance, avant qu'on arrive aux crises, quel est le rôle réellement de la CEDEAO pour empêcher leurs pairs d'aller à une forme de séquestration, d'appauvrissement ou d'avilissement de la population? Parce qu'en réalité, c'est la mauvaise gouvernance qui est la clé de toutes les crises que nous connaissons. Mais à ce niveau, ils n'ont pas joué leur rôle. Donc, comment ils veulent que nous les prenions au sérieux, qu'ils passent pour être une institution crédible, alors qu'ils ont en leur sein des gens qui ne le sont pas, qui n'ont pas su de façon responsable extirper de leur rang. Donc c'est une défaillance énorme. Donc aujourd'hui que les gens ne se retrouvent pas est tout à fait normal. Maintenant, je pense que c'est là où j'ai dit que le logiciel de la CEDEAO est périmé. Quand ils ont compris toutes ces défaillances et voir l'importance du mécanisme et la population et l'espace et la force de l'économie que nous devrions jouer, c'est là où il est important que nous nous parlions. Si nous pensons que nous sommes vraiment un espace qui doit être viable. Donc l'intelligence aurait voulu qu'au lieu qu'on tombe sous le régime des sanctions, sachant très bien que les textes que nous avons pris ne sont pas tellement adaptés, la réalité du terrain est en déphasage, mais il va falloir qu'on s'asseye et qu'on dise concrètement, voilà le problème que nous avons aujourd'hui, quels sont les vrais défis et qu'est-ce que nous devrions faire. Maintenant, si on veut sanctionner, c'est vrai que vous aurez ce genre de réaction qui consiste à se replier sur soi-même, à aller dans un nationalisme béat, même si en réalité, cela ne va pas donner de résultats, mais le premier réflexe, c'est de dire, si vous ne me respectez pas, si vous n'avez pas besoin de moi, je peux aussi me passer de vous. Ce qui est aussi réel, si aujourd'hui, comme M. Makalou l'a dit, si au Mali on est réellement unis, si on a vraiment compris tout l'enjeu, on peut aussi infléchir au niveau de la CEDEAO pour les amener à réformer cette machine et à accepter notre vision. C'est là où je suis d'accord avec lui, parce que je ne vois pas de proposition de la part de l'État du Mali. C'est ça. Chaque fois qu'on est face à une difficulté, il faut amener quelque chose sur la table. Tu négocies, tu amènes ta vision, tu dis sur tel point je ne suis pas d'accord et voilà mon option. Et vous allez négocier, c'est là où vous allez trouver le juste milieu, être accepté ou ne pas être accepté. Donc vous pensez qu'aujourd'hui les autorités maliennes ne sont pas ouvertes aux négociations, au dialogue avec la CEDEAO? Non, je pense qu'elles sont ouvertes. Pour moi, ce n'est pas un problème d'ouverture, c'est juste un problème technique et un problème de concept. Ce que nous avons dénoncé par le passé depuis IBK, nous avons toujours dit qu'il fallait décliner une vision.
cette vision décline aussi en son sein la stratégie et on sait l'objectif qu'on atteint. Donc ce mécanisme, il est connu. Donc aujourd'hui, si on a des partenaires qui ne nous comprennent pas, comme M. Makalou l'a dit, c'est techniquement de dire, voilà, nous, le chronogramme, même si c'est en 2027, c'est de dire que notre chronogramme va en 2030. Et voilà pourquoi nous allons aller jusqu'à 2030, parce que nous avons tel boulot, telle chose à faire. Et maintenant, c'est sur cette base que vous allez discuter. On va vous dire, non, 2030, c'est trop. Revenez à 25, revenez à 20, revenez voilà, au statu quo, comme vous le voulez. Mais quand même, il faut donner quelque chose, une matière, mais qui est scientifiquement adossée sur quelque chose. Mais l'argument tenu par, l'argument avancé par les autorités, par exemple l'organisation des assises, à l'issue desquelles le chronogramme détaillé sera publié, cet argument n'est-il pas tenable par... Oui, je ne dis pas que l'argument n'est pas tenable, mais ce n'est pas structuré. Le problème, c'est quoi? C'est que si on devrait attendre les assises, ça veut dire que sur la base de l'engagement, tous ces éléments doivent paraître. Maintenant, là où il y a problème, c'est qu'ils ont demandé quand même un chronogramme qu'on avait décidé de fournir. Maintenant, si les assises, mais les assises ne doivent pas définir le chronogramme en réalité. Parce que là, c'est très dangereux parce qu'une assise, elle est populaire. Alors qu'un chronogramme, il est technique. C'est ça. Les gens peuvent se prononcer par rapport à ce délai et peut-être que le délai qui est techniquement élaboré par le gouvernement peut être validé ou invalidé. Et en son temps, on dira que bon, les assises ont rejeté telle proposition ou telle proposition du gouvernement. Mais on ne doit pas attendre les assises. Ce n'est pas à des assises qui vont dire techniquement on peut faire des élections ici, on ne peut pas faire des élections ici, ce n'est pas possible. Mais le chronogramme et le travail scientifique qui est fait par le gouvernement peut être accepté ou rejeté par les assises. D'accord. Docteur Sogodougou, peut-on s'attendre à d'autres sanctions si la situation n'évolue pas, s'il n'y a pas d'entente, de compromis entre l'État du Mali et la CEDEAO? Évidemment, on peut s'attendre à des sanctions. D'ailleurs, même c'est ce qui est dit. Le 12 décembre... Ces sanctions peuvent être de quel type? Bon, ces sanctions peuvent être, ils l'ont dit, on peut voir d'autres personnes ajoutées à cette liste-là, d'autres personnes qui peuvent voir leur nom retiré, ou ces sanctions peuvent être économiques, il peut y avoir peut-être la fermeture des frontières, on ne le souhaite pas, des embargos, voilà. Vous savez que nous sommes dans une union monétaire aussi, c'est assez compliqué, il y a toute une panel de sanctions qu'on retrouve dans l'accord, dans le protocole lui-même. Et en fait, je pense qu'on ne va pas y arriver là parce que la démarche de du gouvernement de la transition, si j'essaie de la comprendre, je crois que pour eux, la solution réside dans les assises. Parce que c'est à ces assises-là qui comptent définir les actions prioritaires à mener par la transition elle-même. Et parmi ces actions prioritaires, il y a les élections. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aux élections. Oui, par exemple, sauf que ces assises pourraient se tenir, ou en tout cas devraient se tenir après ce sommet de la CEDEAO. Oui, je n'en disconviens pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez de réviser la Constitution malienne, comment vous allez faire? Parce que ce qui se dit, si cela doit se faire, on dit qu'il faut mettre en place un organe unique de gestion des élections. Et cet organe unique, certains acteurs veulent lui donner un ancrage constitutionnel. Vous ne pouvez pas faire ça si vous ne révisez pas la Constitution. Parce que certains vous disent que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle en 2020, rien ne nous dit que la même chose ne va pas se répéter même si on a remembré la Cour. Donc pour certains, il faut mettre en place cet organe unique qui va délibérer, qui va donner les résultats définitifs. Et la Cour constitutionnelle, dans ce cas, va servir d'organe, n'est-ce pas, d'appel. Bon, il va connaître le contentieux. Cela n'est pas possible aujourd'hui au Mali sans une révision constitutionnelle. L'organe même, aujourd'hui, vous le fondez sur quoi? Il faut qu'il y ait une sorte de grande légitimité autour. Il y a eu des discussions sur la loi électorale, mais à ma connaissance, ces discussions-là, voilà, cet avant-projet qui avait été fait avec le ministère de la MATD, le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation du développement, pardon, si vous voulez, n'avait pas pris en compte cet organe unique, parce qu'à un moment, il y avait une cellule chargée des élections qui avait été mise en place. Donc, il y a un souci. Donc, le découpage, comment vous allez le faire? Il y a suffisamment de discorde, de points de divergence, mais qui concourent à ce même objectif qui est ce que les gens appellent communément ces réformes-là. Ces réformes, il y en a qu'il faut faire tout de suite, mais il y en a qui doivent prendre plus de temps, qu'on ne pourra même pas mener à bout en 5 ans, en 6 ans. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, prioriser, et qu'est-ce qu'il faut laisser? Et je pense que c'est là que l'assise va être importante, parce que ce sont ces assises qui vont dire
qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité et que la transition doit mener. Et tout le monde sait qu'il y a la question électorale, naturellement. D'accord. Du côté des autorités, elles ont comme priorité les assises nationales, alors que la CEDEAO, on a l'impression qu'elle reste figée sur le respect du délai de la transition, en tout cas des engagements pris par les autorités maliennes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen de trouver le juste milieu, de concilier ces deux positions? Mais vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Les arguments que je viens de vous donner sont en partie, peuvent faire que... Il ne faut pas faire de fétichisme autour des dates. Je ne pense même pas que la CEDEAO soit dans cet état d'esprit, si en tout cas ma lecture est correcte. Mais vous voyez, ce sont les relations internationales, c'est la négociation permanente. Ce n'est pas du verbiage, il ne s'agit pas de... Vous savez, dans les moments de passion, ce sont des slogans qu'on balance au visage des gens. Mais vous savez, il y a des pays qui ont été gouvernés pendant de nombreuses années par des slogans, ça n'a rien résolu. Il faut que nous allions vers la réflexion collective menant à l'action. C'est pour cela que je dis que les Maliens doivent s'unir, réfléchir, se donner la main et ensuite demander à la communauté internationale de l'accompagner parce que nous ne pouvons pas y réussir tout seuls. Nous sommes en difficulté, mais nous aussi, nous avons aidé des pays qui étaient en difficulté, qui s'en sont sortis. Et nous pouvons nous en sortir, mais nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, au sein de la MINUSMA, les troupes des Nations Unies, il y a 61 nationalités qui se trouvent dans notre pays en ce moment. Sur les 15 pays de la CEDEAO, il y en a 12 qui ont des troupes chez nous. Tout cela veut dire quelque chose, que la communauté internationale est attentive à ce qui se passe au Mali. Moi, je suis économiste, je travaille sur les données. Vous savez, au début de l'indépendance, quand nous nous sommes affranchis de la tutelle française, il y a le premier plan quinquennal qui a été mis en place par la Première République, qui s'appelle le Programme de développement économique et social. Mais vous savez, 40% de nos ressources de ce plan venaient de l'extérieur. Et notre premier partenaire, c'était la Russie avec 23%. Mais même la France, avec qui nous avions des difficultés, était notre deuxième partenaire avec 17%. La Chine était notre troisième partenaire avec 16%. Le Mali a toujours eu l'appui de la communauté internationale. Je vais vous dire aujourd'hui, si vous prenez ces 60 dernières années, le budget de notre République, c'est-à-dire les ressources et les charges, ça a toujours été déficitaire. Nous avons toujours dépensé plus que nous n'avions de ressources. Et cette année, nous sommes à 653 milliards de déficit. Ce déficit, on le finance avec quoi? C'est sur le marché monétaire de l'UEMOA. Et c'est en partie aussi avec l'assistance extérieure. Si vous prenez ces 60 dernières années, notre budget de la République du Mali, vous avez 20% à 25% qui provient de l'extérieur. Et vous avez 60% de nos investissements publics, écoles, centres de santé, points d'eau, assainissement, routes, qui proviennent de l'assistance extérieure. Ça, c'est des choses que tout le monde peut vérifier. Cela est-il normal aujourd'hui? Mais ce n'est pas normal. Mais ça fait 60 ans que nous essayons de sortir de la dépendance de l'extérieur. Mais nous sommes dépendants économiquement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. Ça fait 60 ans que les pères de l'indépendance essaient de changer cela. Et encore aujourd'hui, nous sommes encore dans cette situation. Vous prenez notre économie à l'heure actuelle. Vous savez, il y a 60% de notre économie qui dépend uniquement du commerce international, c'est-à-dire le commerce que nous faisons avec les autres. Mais ceux qui disent qu'on doit se replier sur nous-mêmes, nous allons commercer avec nous-mêmes. La CEDEAO seulement, je vais vous donner 2 chiffres. Les exportations, 15% de tout ce que nous vendons à l'extérieur, en tant que biens, services et autres, c'est avec la CEDEAO. Et tout ce que nous achetons à l'extérieur en tant que biens et services, il y a 42% qui proviennent de la CEDEAO. Et si vous prenez la diaspora malienne, si on considère, moi je pense quand même que ce sont des Maliens, si tout le monde est d'accord avec moi, que nous avons 5 millions de nos frères et sœurs qui sont, qui sont à l'extérieur, et que 90% de ceux-ci se trouvent au niveau de la CEDEAO. Et chaque jour, ces personnes de la diaspora au sein de la CEDEAO, en fait, toute la diaspora envoie entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs CFA tous les jours dans notre pays. Pour aider les familles, pour construire des ponts, pour construire des centres de santé. Mais aussi, si vous prenez cette somme sur une base annuelle, ça fait entre 500 et 600 milliards de francs CFA. Uniquement parce que nous avons des accords avec des gens, la France dont on parle, mais la communauté africaine subsaharienne noire
la plus importante en France est la communauté malienne. Donc, c'est-à-dire nous devons tenir compte de tout cela, que nous vivons avec les autres et que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Et qu'un isolement du Mali sera... Mais ce n'est même pas envisageable parce que nous sommes un pays enclavé, semi-aride. Nous sommes entourés par 7 pays et en fait, nous n'avons pas de façade maritime. Mais nous constituons aussi un partenaire important pour des pays également. Mais nous sommes au cœur de la CEDEAO, nous sommes un des noyaux de la CEDEAO. Oui. Mais c'est-à-dire que nous sommes interdépendants. Donc ça m'ahurit quand j'entends les gens dire qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO, qu'on a besoin de personne. Oui, on a besoin de la CEDEAO. On a toujours besoin de tout. Oui, nous sommes interdépendants. Vous savez, il y a un dicton bambara qui dit que si vous levez la main pour dire que vous n'avez besoin de personne, si vous levez l'autre bras pour dire que personne n'avait besoin de vous. Tout à fait, nous sommes interdépendants. Boubacar Bokoum, c'est sûr qu'un isolement, en tout cas, une crise entre le Mali et la CEDEAO pourrait avoir des impacts très considérables sur notre économie, mais sur le plan politique, quel peut être l'impact d'une telle crise sur le plan politique? D'abord, il faut comprendre qu'on ne peut pas dissocier la politique et de l'économie. C'est des choses qui vont de pair. Parce que celui qui dicte votre économie, vous dicte votre politique. Ça, il faut que d'abord on l'intègre. C'est pourquoi ce que M. Makalou dit comme analyse, c'est très pertinent parce que l'économie, elle est fondamentale. Si nous avons aujourd'hui peur de l'isolement, c'est pourquoi? C'est parce que la pression économique, on ne pourra pas la supporter pendant très longtemps. Donc, en réalité, c'est vrai que ce qui me paraît être quand même important, il faut aussi qu'on sorte de cette forme de peur qui consiste... Parce qu'en fait, il faut qu'on ait aussi le courage d'agresser le système pour qu'il soit évolutif. C'est là où je pense qu'il faut avoir force d'argument. Je me rappelle en 2002, quand il y a eu la crise de la Côte d'Ivoire, nous étions très, très enclavés en quelque sorte. Mais j'ai vu à un moment donné le ministre des Transports de la Côte d'Ivoire qui est venu au Mali pour supplier les Maliens de leur ouvrir un corridor. Ça veut dire que, par ricochet, cette crise a fait que le Mali, ne pouvant plus aller au port d'Abidjan, économiquement, la Côte d'Ivoire en a souffert. Donc, quelque part, nous sommes importants, comme il l'a dit. Donc, la globalisation est une réalité. La mondialisation est une réalité. Mais il faudrait que les règles qui ne nous arrangent pas soient vraiment discutées et acceptées par nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour en venir aux assises nationales, qui de mon point de vue sont importantes, mais en réalité, il faut comprendre les assises nationales aujourd'hui comme un mini-référendum. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas le référendum lui-même qui organise les TDR. Donc, en réalité, il s'agit de façon technique de préparer des éléments qui peuvent être éventuellement... Donc, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas qu'on dise qu'on attend les assises pour faire telle chose ou telle chose ou telle chose. En amont, on fait un travail technique. Maintenant, qui peut être validé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que techniquement, nous ne pourrons pas aller à un référendum. Ce qu'il a dit, par exemple, pour la réforme institutionnelle, pour tous ces éléments, on ne peut pas attendre d'aller à un référendum pour les valider. Maintenant, les assises peuvent être une intelligence qui va nous permettre effectivement de valider par la majorité des Maliens avec le mécanisme de la base de façon participative et inclusive. On va trouver un mécanisme qui nous permet de nous mettre d'accord à minima. Donc, on peut le considérer comme un mini-référendum auquel il faut que, effectivement, la majeure partie des Maliens participent pour pouvoir avoir un minimum de consensus pour conduire le pays pendant cette période trouble. D'accord. On a vu dans d'autres pays, voilà, même si ce n'est pas des crises similaires, en tout cas, on a vu des crises dans d'autres pays de la CEDEAO. Elle n'est pas allée aussi forte, aussi vite qu'ici. Est-ce que cela peut s'expliquer par le fait que les Maliens même ne s'entendent pas, surtout la classe politique, voilà, par exemple sur la question des assises, on parvient toujours pas à s'entendre sur l'opportunité, la nécessité de ces assises, Dr Sogodougou. Merci. L'opportunité des assises fera toujours l'objet de débat. Ça a été le cas dernièrement quand il y a eu le dialogue national inclusif. Certains ont pris le train en marche. Donc vous aurez toujours ce problème-là parce que quels sont les objectifs, qui élabore les TDR, comment on le fait, sur quoi il faut discuter, on n'est jamais tous d'accord. Et c'est aussi l'avantage de la démocratie. La démocratie, c'est un système politique qui par nature voilà, est conflictuel et instable. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on évalue les démocraties par les degrés de stabilité. Donc cela n'est pas surprenant. C'est aussi ça la démocratie. Chacun peut voir la question de la nation à sa façon. Je voudrais dire tout simplement que le point qui me tient à cœur, c'est que la CEDEAO veut que le Mali organise des élections pour mettre fin à cette transition. Et à mon sens, le Mali, effectivement, doit organiser une élection, mais pas n'importe comment, pas à tout prix. Il faut organiser des élections participatives, crédibles, transparentes.
des élections dans lesquelles les Maliens vont se reconnaître. Parce que si ce n'est pas le cas, à la sortie, la crise qui va naître va être encore, je ne le souhaite pas, mais plus grave. Donc les élections ne pourront pas se tenir tout de suite. Je ne pense pas que les élections puissent se tenir sans des préalables. Et ces préalables, c'est les acteurs qui doivent se mettre d'accord là-dessus. Il faut être plus intelligent. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que, ceux qui espèrent qu'on pourra voter dans chaque village, dans chaque quartier. En 2018, déjà, on n'a pas pu le faire. Et donc, il faut penser à voter autrement. Il faut penser à trouver des formes de participation, des formes de gestion de ces élections-là, de telle sorte que les acteurs se retrouvent dedans, qu'il y ait cette inclusivité. Et le Mali, on n'a pas à inventer parce qu'on l'a déjà vécu en 91. En 91, les élections présidentielles qui ont suivi, le coup d'État, la transition. Nous sommes presque au terme de l'émission. Juste pour permettre à Modibo Mao de... Les élections ne font pas la démocratie. Sans état de droit, vous n'aurez pas de démocratie. Sans démocrate, vous n'aurez pas de démocratie. Et sans citoyen, vous n'aurez pas de république. Ce pays a été géré par rupture depuis 60 ans. Il va falloir que les Maliens arrêtent de se mettre d'accord sur leurs désaccords. Ces assises, on ne peut pas en faire l'économie. Il va falloir que les Maliens se retrouvent, discutent, pensent leurs blessures et se projettent dans l'avenir. Le Mali de demain, comment on va le bâtir dans la stabilité, dans la paix et dans la prospérité. D'accord. On est en train de voir que le président de la transition a commencé à rencontrer des partis politiques. Est-ce que ça peut être une piste pour que la CEDEAO revoie sa Mais bien sûr, mais il est la clé de voûte des institutions. C'est lui qui a nommé le Premier ministre, le gouvernement, c'est lui qui a nommé les membres du CNT. Il est la clé de voûte. Et c'est lui qui doit assurer le fonctionnement régulier de l'État. Il est le père de la nation. Et c'est cette transition, ça sera son échec si ça ne réussit pas. Mais si ça réussit, ce sera le succès pour tout le monde. Boubacar Bokoum, pour conclure. Mais écoutez, en 2 mots. On ne peut que souhaiter que le peuple malien puisse s'écouter et s'entendre. Donc je pense que les assises nationales seront une bonne opportunité et que le président de la transition aussi soit à l'écoute de son peuple et qu'on n'oublie pas d'écouter les intellectuels, les économistes et les chercheurs pour plus de stabilité. Parce qu'en réalité, il faut qu'on arrête de faire des débats de caniveaux, qu'on arrête d'écouter un certain nombre de choses, qu'on soit plus scientifique et adressé vraiment à la recherche. D'accord, merci beaucoup. Et c'est ce qui me fait à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui des sanctions de la CEDEAO. Quel peut être l'impact de ces sanctions sur le pays? Pour en parler, nous recevions Modibo Mao Makalou, économiste, Boubacar Bokoum, analyste politique, et Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. C'était à la présentation Sekou Gadjigo, mise en onde de Mamadou Ouattara, à la régie vidéo Mamadi Keïta. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.